Bonjour. Dans ce module, nous allons mettre l'accent sur les objectifs d'apprentissage. Comme vous le savez, dans un scénario pédagogique, la clarification des objectifs d'apprentissage est un élément essentiel dans le scénario global. Alors, les aspects que nous allons aborder dans cette vidéo vont vous permettre donc de bien rédiger vos objectifs d'apprentissage de cours en ligne. Nous allons mettre l'accent sur l'importance des objectifs, la définition de l'objectif d'apprentissage et comment déterminer des objectifs d'apprentissage. Alors, du point de vue du concepteur de cours, la définition des objectifs d'apprentissage aide à structurer le cours. L'enseignant ici a l'occasion de définir clairement les apprentissages visés, les contenus à transmettre et la manière de les transmettre. Les objectifs d'apprentissage aident l'enseignant à avoir un plan clair, aident l'enseignant dans le choix des méthodes pédagogiques d'enseignement et lui facilitent également le travail d'évaluation. Pour l'apprenant, les objectifs d'apprentissage assurent une bonne communication par rapport aux attentes des enseignants vis-à-vis d'eux. Les apprenants sont plus autonomes et ont une meilleure compréhension de ce qui est attendu d'eux quand ils ont une bonne compréhension des objectifs d'apprentissage. Et pour l'ensemble de ces deux acteurs, les objectifs d'apprentissage aident à identifier et comprendre le but commun, n'est-ce pas, quant à la formation qui va être délivrée. Alors, qu'est-ce qu'un objectif d'apprentissage? Alors, sur le plan de la définition, on peut donc dire que les objectifs définissent ce que le concepteur souhaite que ses apprenants soient capables de faire à l'issue d'une activité de formation. Ça peut être un cours, un module, un exercice. Les objectifs précisent ce que le concepteur souhaite que ses apprenants soient capables de faire. Alors maintenant, un objectif d'apprentissage n'est pas une intention pédagogique, parce qu'il y a plusieurs niveaux de formulation. On peut formuler du point de vue de l'enseignant comme du point de vue de l'apprenant. Ici, les objectifs d'apprentissage sont formulés du point de vue de l'apprenant. Les intentions pédagogiques définissent ce que le concepteur a l'intention d'aborder et comment, c'est-à-dire les méthodes qu'il va utiliser. Par exemple, quand on dit que les objectifs sont d'amener les apprenants à comprendre l'effet de serre et l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique. Ça, ce sont des intentions pédagogiques qu'un enseignant peut bien poser. C'est ce qu'il a l'intention d'aborder, ce qu'il a l'intention de faire avec ses apprenants. Par contre, si on doit définir un objectif d'apprentissage, comme je l'ai dit, c'est du point de vue des apprenants qu'il faut formuler. On doit donc préciser ce que les apprenants doivent être capables de faire. Par exemple, on peut dire, à l'issue du cours, l'apprenant sera capable d'expliquer les causes du réchauffement climatique. Et là, vous voyez bien que c'est ce que l'apprenant sera capable de faire dont on parle, et pas ce que l'enseignant a l'intention de faire. Ça, il s'agit dans ce cas-là d'intention pédagogique de l'enseignant. Alors, comment déterminer les objectifs d'apprentissage? Il faut donc d'abord, premièrement, structurer son cours. Il faut structurer son cours, par exemple, en commençant par vous demander ce que les apprenants doivent être capables de savoir faire à l'issue du cours. On définit ainsi l'objectif général du cours. La structure d'un objectif général est du type, à l'issue du cours, l'apprenant sera capable de. Une fois qu'on a fini de définir cela, on se pose la question de savoir par quelle étape intermédiaire mes apprenants devaient passer pour atteindre cet objectif. Et là, on définit des sous-objectifs. Alors, les sous-objectifs aussi sont formulés après de la même façon. Toujours avec la formule, à l'issue de l'activité, l'apprenant sera capable de.
Et ensuite, on ajoute les verbes d'action, n'est-ce pas, qui complètent et la référence à un contenu. Avec les sous-objectifs, il faut vérifier la pertinence par rapport à l'objectif général, c'est-à-dire la congruence, n'est-ce pas? Il ne doit pas y avoir de décalage entre l'objectif général et les sous-objectifs. Donc la question, c'est d'abord de se dire, est-ce que cet apprentissage est nécessaire pour atteindre l'objectif général du cours? Est-ce que c'est congruent? Est-ce que ça va en adéquation avec la formulation des objectifs généraux? Par exemple, on peut donner quelques exemples. Par exemple, si je dis comme objectif général, à l'issue du cours, l'apprenant sera capable d'expliquer les causes du réchauffement climatique. Ça, c'est un objectif général. Et ça, on peut le décliner en sous-objectifs. D'abord, sous-objectif 1, qui va découler de cet objectif général. On peut dire, à l'issue de l'activité, l'apprenant sera capable de décrire l'impact des différentes activités humaines sur l'effet de serre. Ou bien, sous-objectif 2, à l'issue de l'activité, l'apprenant sera capable de définir l'effet de serre. Donc, vous voyez que ces deux sous-objectifs découlent de l'objectif général qui était l'apprenant sera capable d'expliquer les causes du réchauffement climatique. Donc, il doit y avoir une certaine congruence entre la formulation de l'objectif général qui est beaucoup plus englobant, beaucoup plus global, et la formulation des sous-objectifs ou objectifs spécifiques qui, ici, est beaucoup plus spécifique. Ensuite, une fois qu'on a défini la structure, on peut définir le type et le niveau des objectifs d'apprentissage. Un objectif doit refléter un comportement observable. Je parle bien d'un objectif d'apprentissage. Ça doit refléter un comportement observable, mesurable, identifiable, en utilisant un verbe d'action. N'est-ce pas? Les verbes d'action, ça peut être écrire, définir, appliquer, prononcer, démontrer, ainsi de suite. Et là, vous avez dans la littérature, si vous allez vous référer à la taxonomie de Bloom, vous avez tout un tas d'exemples de verbes d'action, n'est-ce pas, qui vont avec les différents domaines cognitifs de la taxonomie de l'échelle de la pyramide de Bloom. Deuxième niveau à préciser, il faut définir le niveau, le type et le niveau des objectifs d'apprentissage. Par exemple, ici, après avoir défini le domaine taxonomique, on peut aussi dire, voilà, dans le cadre de la définition des domaines taxonomiques, on peut distinguer des objectifs du domaine cognitif, c'est-à-dire tout ce qui se réfère aux connaissances, des objectifs du domaine affectif, c'est tout ce qui se réfère à la valeur, les attitudes, et enfin, les objectifs du domaine psychomoteur qui portent sur la dextérité, la manipulation du geste, etc. Donc, on distingue ici trois domaines taxonomiques, n'est-ce pas, le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Donc, c'est important quand on formule des objectifs de se situer et de savoir à quel niveau on se situe, on est. Alors, l'autre chose à préciser toujours, c'est de définir le niveau de complexité des apprentissages visés. Et là, on distingue dans la littérature trois niveaux. Ce qu'on appelle l'apprentissage en surface. Alors, l'apprentissage en surface se limite à la mémorisation des informations sans avoir besoin d'en comprendre le sens, n'est-ce pas? L'accumulation des connaissances. Ici, les objectifs sont plutôt de favoriser l'accumulation des connaissances, la mémorisation, sans avoir besoin d'en comprendre le sens. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage en surface. Alors, est-ce que les objectifs qu'on définit sont à ce niveau-là? Il faudra préciser. Le deuxième niveau de complexité, si on montre un peu en puissance, c'est ce qu'on appelle les apprentissages intermédiaires. Bon, là, on va encore un peu plus loin. Il s'agit là de viser des objectifs qui donc consistent plutôt à mobiliser les connaissances acquises. Donc, on ne se contente plus de se mémoriser
des connaissances, de les accumuler, mais il s'agit ici de les mobiliser, de les appliquer dans un contexte défini, de les organiser. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de travail intellectuel dans le niveau intermédiaire que dans le niveau en surface. Et quand on augmente encore plus loin, quand on va un peu plus loin, dans l'apprentissage en profondeur, là on vise des objectifs de haut niveau, hein, donc des objectifs avec des compétences de connaissances de haut niveau. Là, ce qu'on demandera à l'apprenant, c'est de mobiliser les connaissances acquises, cette fois-ci dans un contexte connu, mais qui peut être aussi inconnu. D'accord? On cherche ici aussi à établir des liens complexes entre les connaissances acquises et les lier à ces connaissances antérieures. Donc vous voyez qu'ici, le niveau d'exigence intellectuelle est beaucoup plus important dans un apprentissage en profondeur que dans un apprentissage en surface. Donc c'est important de savoir, quand on formule des objectifs, au-delà des domaines cognitifs, psychomoteurs, etc., il faut aussi préciser le niveau de complexité dans lequel l'objectif qu'on s'apprête à définir, dans quel niveau ça appartient. Pour apprendre, les apprenants ont besoin de construire leurs connaissances. C'est ce qui fait que dans le processus de scénarisation, il faut plutôt privilégier les conditions où les apprenants sont actifs et sont impliqués dans la construction de leurs connaissances. Il n'est pas négatif de développer des apprentissages en surface. Hein, les apprentissages en surface peuvent être définis et peuvent servir de base à la construction des apprentissages en profondeur, beaucoup plus complexes. Ce qu'il faut, c'est de ne pas se limiter à ce niveau seulement, n'est-ce pas? Donc on peut parfaitement avoir une formation dans laquelle on vise des apprentissages en surface, mais il ne faut pas seulement se limiter à ça, parce qu'on voit très souvent des enseignants qui donnent toujours des activités qui portent sur la restitution des connaissances. Voilà. Il faut aller au-delà, proposer des apprentissages de niveau intermédiaire et des apprentissages en profondeur qui font beaucoup plus appel à la réflexion. Vous avez donc ici, une fois déterminé le niveau de complexité et le domaine, on peut, à partir de ce moment-là, choisir quels sont les verbes les plus appropriés, les verbes d'action, qui permettent d'accompagner justement la formulation de l'objectif. Et là, comme je l'ai dit, si vous regardez les domaines taxonomiques de Bloom, hein, de Krauswurst, etc., vous avez donc pour chaque niveau et chaque domaine des verbes qui permettent d'accompagner, n'est-ce pas? Et là, le tableau que vous avez devant vous permet effectivement, pour ce qui concerne le niveau cognitif et le niveau de complexité aussi, vous voyez différents types de verbes qui peuvent être retenus et utilisés dans la formulation de vos objectifs. Ce n'est pas exhaustif, mais quand même, ça vous donne un certain nombre de verbes que vous pouvez utiliser pour formuler des objectifs de surface intermédiaire ou en profondeur de type cognitif. C'est valable aussi pour le domaine affectif aussi, et par rapport aux apprentissages en surface intermédiaire et en profondeur, vous avez ici des verbes, n'est-ce pas, qui peuvent être utilisés pour chaque type de formulation, ainsi que pour le domaine psychomoteur aussi, n'est-ce pas? Vous avez donc aussi des exemples de verbes d'action que vous pouvez utiliser, et c'est plein dans la littérature, vous pouvez en trouver pour bien formuler vos objectifs. Alors, comment déterminer toujours les objectifs? Nous sommes toujours dans ce cadre-là. Après avoir identifié le verbe d'action, rédiger le verbe d'action adéquat pour rédiger les objectifs. Voici, donc, on vous montre ici la structure type de rédaction d'objectifs. Comme on l'avait dit tout à l'heure, pour ce qui est de l'objectif général et pour les sous-objectifs, c'est toujours à l'issue de cette activité ou bien à l'issue du module, à l'issue du cours, l'apprenant sera capable de vous proposer un verbe d'action et la référence à un contenu. Par exemple, à l'issue de l'activité, l'apprenant sera capable de mener un entretien semi-directif.
Voilà, donc voici un exemple de formulation et vous pouvez vous baser sur cet exemple-là pour formuler vos objectifs. Alors, maintenant, comme remarque, il faudra soulever que les objectifs, en les formulant, ça doit être clair, concis, facilement mesurable. Il faut éviter les verbes qui ne reflètent pas un comportement observable comme apprécier, savoir, comprendre, tendre vers, confiance à, avoir confiance à, hein, avoir foi en, n'est-ce pas? Ça c'est pas très clair et il faut que vraiment que l'objectif, le verbe d'action qui soit utilisé soit observable, mesurable. Alors, préciser aussi, préciser donc davantage le comportement attendu en décrivant aussi le contexte dans lequel il doit se manifester, n'est-ce pas? Donc, il faut préciser les situations dans lesquelles l'apprenant doit pouvoir manifester ce comportement. Le facteur temps à prendre en compte si la rapidité de réalisation est importante. Le matériel nécessaire pour observer le comportement, le caractère individuel ou collectif du comportement. Par exemple, à l'issue de l'activité, l'apprenant sera capable de mener seul un entretien semi-directif de 30 minutes sur son lieu de stage à l'aide du questionnaire fourni. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus complet. On est ici dans le cadre d'un objectif opérationnel où on a les deux éléments obligatoires, c'est-à-dire le verbe d'action, la référence à un contenu, et ensuite on précise les conditions de réalisation, comme ici 30 minutes sur son lieu de stage, donc ce qui donne des informations complémentaires pour que la formulation de l'objectif soit beaucoup plus spécifique, beaucoup plus opérationnelle. Voilà donc, chers collègues, vous avez ici des éléments de bibliographie pour permettre d'aller plus loin, n'est-ce pas? Donc, il faudra exploiter maintenant les détails du contenu, texte, qui correspond à cette présentation et passer aux activités, les tests autocorrectifs qui permettent de vérifier si vous avez bien compris comment formuler correctement les objectifs. À bientôt.